10 ans, j'ai réalisé que ce qui est important n'est pas la quantité de la croissance, mais sa qualité. Malheureusement, dans notre système capitaliste, ce système optimise en fait une croissance délétère qui a tendance à surexploiter les ressources naturelles et exclut les gens. Par exemple, aux États-Unis, le pays le plus riche au monde, 2 tiers des Américains n'ont même pas 500 $ pour faire face à une urgence médicale. Et en Europe, qui se targue d'être égalitaire, presque un quart de la population est confrontée à la pauvreté. En même temps, nous allons aussi avoir une pénurie de ressources naturelles. Par exemple, dès 2030, la demande globale en eau douce va dépasser l'offre de 40%. Le sud-est de l'Angleterre, où sont situées les universités de Oxford et Cambridge, vont faire face à un stress hydrique important dès 2030. C'est la même chose en France, où plusieurs territoires ont déjà commencé à rationner l'eau durant l'été. Non seulement on va manquer d'eau, mais on va aussi manquer d'autres ressources comme de l'espace pour construire. En effet, en France, la loi zéro artificialisation nette interdit d'utiliser des terres agricoles et forestières pour construire. Il faut donc qu'on commence à construire mieux avec l'existant. Mais le plus important, c'est le fait qu'on parle beaucoup de changement climatique, mais il faut réaliser que les impacts du changement climatique dans chaque pays, au sein de chaque pays, vont être différents d'un territoire à un autre. Si on regarde par exemple en France, la Bretagne va faire face à des submersions, alors que le Massif central sera confronté à une fonte des glaciers, et la région parisienne doit suivre des îlots de chaleur. Ça veut dire que toute politique nationale d'adaptation sera chère car il faudra adapter l'adaptation à chaque territoire. Selon les chercheurs de l'université Azim Premji en Inde, plus de 500 territoires en Inde vont subir une augmentation de température de 1 degré ou plus d'ici 2040. Vu ces grands défis socio-écologiques, la question c'est comment on peut générer une croissance vertueuse qui à la fois contribue à l'épanouissement humain et qui peut régénérer la nature. Cette question a commencé à m'obséder depuis maintenant 15 ans. Certains disent que la réponse, c'est le découplage, c'est-à-dire créer une nouvelle économie qui continue de croître tout en réduisant les émissions. Moi, je crois que cette stratégie de faire plus avec moins n'est plus suffisante vu la double urgence sociale et écologique. Je crois que nous devons faire mieux avec moins. Au lieu de découpler l'économie, je crois qu'il faut recoupler l'économie étroitement avec les personnes, les territoires et la nature. Malheureusement, pour paraphraser Einstein, on ne peut pas créer un nouveau modèle économique avec le même état d'esprit qui a construit l'ancien modèle. Malheureusement, l'état d'esprit actuel de notre système capitaliste se base sur la compétition impitoyable, une production centralisée et une concentration de pouvoir, et une extraction débridée de ressources naturelles qui conduit à leur épuisement. Si on veut construire une nouvelle économie, on doit d'abord développer un nouvel état d'esprit qui se base sur la coopération, la distribution et la régénération. 3 qualités qu'on trouve dans la nature et qui peuvent aider à atténuer les 3 défauts majeurs du capitalisme. Mais nous sommes confrontés au paradoxe de l'œuf ou la poule. Est-ce qu'on doit d'abord développer un nouvel état d'esprit ou alors construire une nouvelle économie? Je suggère qu'on fasse les deux en même temps de façon synergique. Construisons une économie frugale qui fait mieux avec moins, c'est-à-dire qui crée plus de valeur économique et sociale et écologique, tout en minimisant les émissions et les ressources. Cette économie frugale n'est pas une utopie, elle émerge rapidement et elle s'appuie sur 3 piliers fondamentaux que je vais élaborer bientôt. Et plus excitant, c'est qu'il y a une nouvelle génération de consommateurs et d'innovateurs engagés qui accélèrent l'essor de cette économie frugale. Bon, ce sera le dernier slide théorique. À partir de maintenant, je vais régaler avec plein d'exemples. Je suis quelqu'un de très pratique. Donc, let's go. Donc, on va étudier le premier pilier qui est le partage inter-entreprise ou B2B.
Imaginez si les entreprises arrêtent de se concurrencer et commencent à coopérer et partager leurs ressources. C'est ce qui se passe depuis 20 ans, plus de 20 ans au Danemark, où dans le parc éco-industriel de Kalundborg, une dizaine d'entreprises colocalisées se partagent énergie, de l'eau et des déchets entre eux au sein d'un écosystème intégré. Ce partage mutuellement bénéfique s'appelle la symbiose industrielle. Et le Québec est un pionnier de ça parce que grâce à Synergie Québec, plusieurs symbioses industrielles ont vu le jour depuis plusieurs années au Québec et peuvent aider les entreprises québécoises à éviter 1,3 million de tonnes de gaz à effet de serre et économiser plus de 300 millions de dollars d'ici 2030. En France, on parle plutôt d'écologie industrielle et territoriale, EIT. Il y a à peu près 100 projets actifs actuellement en France, particulièrement dans le nord de la France, le Grand Est et l'ouest de la France. Par exemple, dans le parc industriel Sainte-Agathe à Florange, dans le Grand Est, plusieurs entreprises colocalisées issues de différents secteurs valorisent collectivement le déchet en employant des personnes en difficulté. J'insiste et vraiment, je veux que vous notiez cette dimension sociale de la symbiose industrielle, quelque chose que je vais revenir souvent durant cette présentation. Effectivement, le fait que les entreprises puissent partager leurs déchets, c'est très bien, c'est un bon début, mais on peut aller bien plus loin. Particulièrement parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nouvelles plateformes numériques qui sont en train d'émerger, qui permettent aux entreprises de partager plusieurs types de ressources physiques. Par exemple, Spacefill est une start-up française qui permet aux propriétaires des entrepôts sous-utilisés de mieux les rentabiliser en les louant à des grandes sociétés industrielles ou des startups de commerce électronique à la recherche d'espaces de stockage. Flow2 est une plateforme de partage B2B qui permet aux hôpitaux aux Pays-Bas de partager entre eux des équipements et des services médicaux sous-utilisés. Cette plateforme permet aussi aux entreprises de construction en Belgique de partager l'équipement sous-exploité. Le transport routier de marchandises transporte 95% de produits qu'on consomme et pèse 6% des émissions en Europe. Le coupable, la raison, si vous voulez, de ça, c'est parce que 30% des camions roulent à vide, faute d'optimisation logistique. Et donc, remplacer des poids lourds à diesel avec, par exemple, des camions à hydrogène ne va pas résoudre ce problème qui est de nature économique. D'où la naissance de GIE, d'un groupement d'intérêt économique en Bretagne qui s'appelle Chargeurs Pointe de Bretagne, qui mutualise les expéditions des entreprises agroalimentaires de la Bretagne vers les autres régions. Cette plateforme a permis de doubler le taux de remplissage des camions et donc réduire ce qu'on appelle les kilomètres vides et a réduit les émissions de 74%. Dans un rapport que j'ai publié avec le think tank Terra Nova, j'ai expliqué comment les entreprises peuvent mutualiser et partager leurs ressources physiques, bien sûr, mais aussi leurs capacités industrielles, leurs achats, leurs salariés et même leur propriété intellectuelle afin de créer collectivement plus d'impact social et écologique. Par exemple, Entrepère est une plateforme numérique qui connecte les sous-traitants industriels dans le sud de la France avec de nouveaux acheteurs situés à proximité, permettant ainsi à ces sous-traitants d'optimiser leur capacité de production, particulièrement en période de crise, comme c'était le cas durant Covid. Je sais qu'aux États-Unis, il ne se passe pas des trucs très sympas actuellement, mais il y a des bonnes choses qui se passent. Donc, il faut aussi célébrer ce qui fonctionne. Et ça, c'est un exemple que j'adore. C'est Civica RX, qui est une association qui regroupe 1500 hôpitaux à travers l'Amérique, qui mutualisent leur pouvoir d'achat pour produire eux-mêmes des médicaments génériques comme l'insuline, qui sont 10 fois moins chers que les médicaments vendus par l'industrie pharmaceutique. Le 31 mars 2020, le président Macron a visité l'usine de Colmy Open, qui est le plus grand fabricant de masques en France, pour les féliciter pour avoir doublé leur production en un temps record qui a sauvé des milliers de vies, des millions de vies.
Mais cette prouesse industrielle a été possible parce que Call Me Open s'est posé une question radicale. Pourquoi pas emprunter des employés d'autres entreprises? En effet, Call Me Open a emprunté temporairement des experts industriels de Scania, un constructeur de poids lourds qui était situé à proximité, et a utilisé leur expertise pour reconfigurer leur processus industriel et doubler leur production en juste un week-end, qui est incroyable. Plus incroyable, c'est que Call Me Open a tiré profit d'une plateforme B2B, de partage B2B, qui a déjà été mise en place par la région Pays de la Loire, dans l'ouest de la France, qui facilite le partage de compétences entre entreprises situées dans la même région. De même, Prox Industriel est une plateforme qui regroupe plusieurs entreprises industrielles de Laval et leur permet de partager des ressources physiques, certes, mais aussi, plus intéressant, comme Catherine Leclerc, conseillère en RH, le précise, leur permet aussi de partager leurs compétences et leur main-d'œuvre. C'est une très belle initiative que j'ai découverte récemment et que je vous invite à découvrir. Mais il y a des entreprises visionnaires qui osent même partager leur propriété intellectuelle, comme des brevets, leur technologie pour le bien commun. Le fabricant de jeans Levi-Strauss a mis en droit libre des dizaines de technologies propriétaires qui leur permet de fabriquer des vêtements avec très peu d'eau. En partageant ouvertement la propriété intellectuelle, Levi-Strauss veut en fait aider tout le secteur d'habillement à devenir plus durable. De même, Danone partage ouvertement leur collection de ferments de souche lactique et de bifidobactéries avec des chercheurs du monde entier afin de développer ensemble des solutions pour lutter contre la malnutrition et la faim dans le monde. Je pense que ces deux exemples illustrent parfaitement ce que j'appelle l'économie circulaire de la connaissance, ou Circular Knowledge Economy. Aujourd'hui, les entreprises pratiquent l'économie circulaire matérielle qui permet de recycler et de valoriser des ressources physiques tangibles comme des déchets. Mais je crois que les leaders demain sont les entreprises qui vont maîtriser aussi l'économie circulaire de la connaissance qui permet de réutiliser et de mieux valoriser les ressources intangibles comme la propriété intellectuelle en les partageant. Et je serais ravi d'élaborer un peu plus sur ce concept d'économie circulaire de la connaissance durant la partie questions-réponses. Mais le plus intéressant, c'est pourquoi je parle de tout ça, parce qu'effectivement, il y a un énorme marché derrière tout ça. Parce que le cabinet PwC prédit que l'économie de partage entre consommateurs, dominée par Uber et Airbnb, va représenter un marché de 335 milliards de dollars US en 2025. Mais comme vous savez, les transactions B2B sont à peu près 10 à 12 fois plus importantes en volume et en valeur que les activités C2C. Je prévois donc que le partage B2B inter-entreprise va se développer rapidement et pourrait excéder 3 000 milliards de dollars US dans les 10 ans à venir. Et je crois que le Québec peut tirer profit de cette énorme opportunité en construisant des plateformes et des communautés qui permettent aux entreprises québécoises de partager leurs ressources physiques, mais aussi intangibles, pour collectivement les valoriser et créer plus d'impact social et écologique. Donc ça, c'est le premier pilier, qui est le partage B2B. Étudions maintenant le deuxième pilier, qui est un peu mouthful, parce qu'en fait, c'est quatre piliers, mais j'ai essayé de simplifier. Donc, le deuxième pilier, en fait, est composé de deux idées importantes, qui est la production distribuée et cette notion de chaîne de valeur hyperlocale. Et ce que je vais faire, donc, c'est en deux temps, d'abord étudier, présenter la production distribuée et ensuite parler des chaînes de valeur hyperlocales. Aujourd'hui, les vêtements et les smartphones qui sont achetés par les Américains et les Européens sont produits en masse dans des usines géantes en Chine. Une fois fabriqués, ces produits voyagent des milliers de kilomètres par air et par mer avant d'atterrir dans des magasins à New York et à Paris. Ce modèle de production de masse centralisée est certes très efficient et rentable, mais il n'est pas durable. Et deuxièmement, il n'est pas résilient parce qu'il est vulnérable aux catastrophes naturelles, mais aussi aux chocs géopolitiques
comme par exemple les tarifs de Trump, qui peuvent paralyser les chaînes logistiques mondiales du jour au lendemain. Le Québec peut être une région pionnière d'un nouveau modèle de production distribué ou décentralisé qui permettrait aux entreprises de produire au plus près des clients. Je vais vous montrer comment fonctionne la production distribuée. Avatar est une start-up française qui a développé une voiture électrique disruptive qui est 5 fois plus légère qu'une voiture électrique traditionnelle et consomme 3 fois moins d'énergie. Mais la vraie innovation de cette voiture n'est pas dans son efficacité énergétique, mais la façon dont elle est fabriquée. En effet, au contraire de la Gigafactory, à l'opposé de la Gigafactory de Tesla, Avadar va utiliser un réseau de micro-usines situées dans plusieurs territoires en France. Donc, chaque micro-usine, pas plus grande qu'un grand garage, les entrepreneurs locaux vont pouvoir assembler ces voitures pour les clients locaux. Et la vision donc de Frédéric Mourier, cofondateur d'Avatar, est de construire un réseau de fabrication distribuée qui va créer un impact social et économique dans plusieurs territoires en France. Donc, mon message à vous, c'est oublier la notion de scale-up et, à l'instar de Avadar, pratiquer le scale-out de façon distribuée pour maximiser l'impact local. La bonne nouvelle, c'est que les pays émergents comme l'Inde, où j'habite actuellement, sont en train de sauter des étapes entières, c'est-à-dire évitent totalement la production de masse et adoptent directement la production distribuée en utilisant des solutions numériques. Par exemple, la startup Lumas est en train de développer un réseau de nano-usines qui sont situées à proximité des marchés régionaux. Chaque nano-usine peut fabriquer une variété de produits personnalisés comme des aliments diététiques ou des cosmétiques. Ces nano-usines sont beaucoup plus économes en eau et énergie et beaucoup plus flexibles que les grosses usines et elles réduisent massivement les coûts de transportation et les émissions aussi. Charbonne est une start-up québécoise qui est en train de mettre en place un réseau de 16 usines modulaires distribuées à travers l'Amérique du Nord pour produire de l'hydrogène vert à proximité des clients régionaux et en valorisant les ressources locales. Donc ça, c'est la première idée, c'était effectivement d'aller des grosses usines qu'on connaît depuis la révolution industrielle, hein, et aller vers une production distribuée avec des micro-usines. Malheureusement, ce n'est pas suffisant parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de réindustrialiser le Québec et la France, mais pour ce faire, il ne suffit pas de relocaliser juste la production en construisant micro-usines. Il faut aussi construire des nouvelles chaînes de valeur bout en bout, end-to-end, qui sont à la fois circulaires et hyper locales et qui sont ancrées dans les territoires. Je vais montrer comment on peut construire ces chaînes de valeur hyper locales. Afiren est une start-up de la bioéconomie située à Lyon. Leur usine Neoxy, qui est dans la Moselle, en Grand Est de la France, recycle les résidus agricoles en biomolécules de grande valeur qui sont utilisées dans des produits alimentaires et cosmétiques. Le plus fascinant, c'est que tous leurs fournisseurs de betteraves sucrières sont situés, et leurs clients sont situés dans un rayon de 250 km autour de l'usine. Donc, à Firenze, non seulement ils sont en train de relocaliser la production, mais ils sont aussi en train de créer une filière biosourcée et géosourcée et circulaire en même temps. De même, les écosystèmes territoriaux hydrogène sont des projets soutenus par l'ADEME, l'Agence d'environnement française, qui essaie de développer et de produire et de distribuer de l'hydrogène à une échelle de territoire ou d'une ville. Par exemple, Dijon Métropole Smart Energy valorise les déchets locaux pour produire l'hydrogène qui alimente la mobilité propre dans la ville, créant ainsi un circuit court qui crée de la valeur localement. Donc ça, c'était le deuxième élément de ce deuxième pilier, c'est que on voit qu'effectivement les chaînes de valeur hyper globalisées, hein, hyper globalized supply chains, sont en train de se casser la gueule. On le sait bien. Ça a déjà commencé avant même Trump.
mais il n'a fait qu'accélérer cette tendance. Et donc, le message, c'est qu'effectivement, il serait très frugal de non seulement relocaliser la production, mais aussi envisager comment on peut construire des chaînes de valeur hyper locales qui vont pouvoir effectivement à la fois créer et capturer, donc create and capture value au niveau des territoires. Enfin, le troisième pilier, qui est mon favori, c'est la triple régénération. Alors, c'est là qu'effectivement, on va vraiment voir les synergies entre l'économie frugale et l'économie circulaire, hein. Donc, la régénération, c'est un mot qu'on va beaucoup entendre parler, particulièrement cette année, parce qu'il y a beaucoup de think tanks qui vont publier beaucoup de rapports influents à la rentrée 2025, à partir de septembre. Donc, si vous voulez, la régénération, pour moi, ce n'est une notion avancée de la durabilité. Aujourd'hui, une entreprise durable se contente de réduire son empreinte carbone en décarbonant sa chaîne de valeur et en recyclant les déchets en utilisant les principes de l'économie circulaire. En d'autres termes, une entreprise durable cherche à faire moins de mal à la planète. Mais que se passe-t-il si une entreprise ou un pays entier est déjà durable? Prenez l'exemple du Brésil, qui produit déjà 91% de son électricité à partir de renouvelables, comparé à 30% à l'échelle mondiale. Les entreprises brésiliennes qui sont déjà durables veulent maintenant devenir des entreprises régénératives. Une entreprise régénérative a comme mission de booster la santé et la vitalité des individus, des lieux et de la planète de manière globale. C'est cette approche intégrée et synergique que j'appelle la triple régénération. La régénération et la durabilité ne sont pas deux concepts rivaux. Au contraire, ils se complémentent et se renforcent mutuellement. Je vais vous montrer comment les entreprises peuvent générer plus de profits en pratiquant la triple régénération. Dans la forêt amazonienne, les tribus indigènes abattaient un palmier qui s'appelle le murumuru et utilisaient son bois pour fabriquer des produits de commodité comme des balais. Or, il s'avère qu'on peut extraire des graines de ce palmier un beurre ultra hydratant qui peut réparer des cheveux abîmés. Moi, j'en ai pas besoin, mais peut-être que vous en avez besoin. Or, il s'avère que ces graines ont 7 fois plus de valeur que le bois de ce palmier. Il est donc 7 fois plus rentable pour les tribus amazoniennes de garder ce palmier vivant plutôt que de l'abattre. C'est pourquoi Natura, une marque de cosmétiques brésilienne, travaille aujourd'hui avec les tribus amazoniennes pour extraire durablement ce beurre de murumuru pour fabriquer toute une gamme de produits de soins capillaires. Ce faisant, Natura pratique la triple régénération parce que, premièrement, Natura génère plus de revenus aux personnes, c'est-à-dire aux tribus autochtones qui vivent dans l'Amazonie. Il préserve des pratiques agricoles ancestrales qui sont liées à des lieux spécifiques dans l'Amazonie, des lieux. Et troisièmement, il protège la planète en régénérant la biodiversité amazonienne. Le Brésil va mettre en valeur plusieurs de ces types de solutions régénératives lors du sommet pour le climat COP30, qui pour la première fois aura lieu au sein de l'Amazonie en fin d'année. Je crois que la mission des entreprises du XXe siècle sera de créer un champ d'énergie qui va apporter plus de vitalité aux personnes, aux lieux et à la planète afin que tous puissent croître et prospérer. La régénération n'est pas juste un concept fantaisiste ou de consultant, ça devient un impératif stratégique parce qu'il y a déjà 6 ans, 2019, et ensuite de nouveau en 2021, une enquête menée par Regen Friends a montré que 80% des consommateurs veulent que les entreprises aillent au-delà de la durabilité et deviennent des marques régénératives, regenerative brands. Particulièrement, les jeunes trouvent que le mot durabilité est trop passif et veulent que les entreprises s'engagent activement à faire plus de bien à la société et à la planète. C'est pour ça que les pionniers de développement durable, les entreprises comme Interface, veulent devenir des entreprises régénératives. Interface est un leader mondial de moquettes qui a construit une usine qui s'inspire de la forêt pour offrir des services écosystémiques positifs comme la filtration de l'air et la séquestration du carbone pour l'environnement local.
De même, Decathlon est en train de construire une dizaine de magasins comme nature qui vont régénérer la biodiversité locale. Ce magasin crée un habitat naturel qui favorise le développement de la faune et de la flore endémiques. Ces deux exemples sont inspirants. Ils montrent comment les entreprises peuvent régénérer la nature. Mais comme je l'expliquais au début de ma présentation, le modèle actuel de croissance exclut les gens. Il faut donc le remplacer par un nouveau modèle de croissance que j'appelle régénérative, qui permettrait aux entreprises de contribuer activement au développement humain et à l'harmonie sociale et écologique. Je vais vous montrer comment les entreprises peuvent stimuler cette croissance régénérative. Selco est une entreprise sociale qui a déjà installé des systèmes d'énergie solaire décentralisés pour 1 million de ménages dans les villages les plus reculés de l'Inde. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. S'ils ont fait ça, ce serait une histoire de développement durable. Ils sont allés plus loin et ils ont développé toute une gamme d'équipements alimentés à l'énergie solaire qui permettent, par exemple, aux petits agriculteurs de traiter leur culture après la récolte, ce qui améliore leur niveau de vie. Selco est une entreprise régénérative qui non seulement donne un poisson d'énergie propre aux familles rurales, mais les aide aussi à apprendre à pêcher en utilisant l'énergie propre pour les permettre de gagner plus de revenus. Alix, Katia et Louise sont trois ingénieurs agroalimentaires qui ont cofondé Andy Gaspi, qui est une biscuiterie à Nantes qui surcycle des baguettes invendues en de délicieux cookies. Mais ceci n'est pas juste un exemple d'économie circulaire, car 75% des personnes employées par Andy Gaspi ont un handicap. Donc Andy Gaspi cherche à régénérer à la fois les personnes et la planète de manière synergique. La région Abitibi-Témiscamingue a créé un pôle d'innovation en tourisme régénératif. Ce pôle va soutenir des projets innovants qui vont restaurer des espaces naturels qui sont soit surexploités comme des forêts ou abîmés comme des lacs et les transformer en des lieux touristiques qui vont créer des emplois locaux et améliorer le bien-être des citoyens. La vallée Bras du Nord pratique aussi le tourisme régénératif avec son projet En Marche qui emploie des jeunes en difficulté pour construire et entretenir les sentiers de la vallée. Le Québec maîtrise déjà l'économie circulaire qui valorise la matière en la recyclant. Je crois sincèrement que le Québec peut impulser une croissance régénérative qui apporterait plus de vie et de vitalité aux individus et aux territoires dans tout le Québec. Pour résumer donc, la crise climatique nous appelle à respecter les limites planétaires. Or, nous devons repousser les limites de l'imagination humaine pour construire un monde meilleur où il est possible de faire mieux avec moins. Il faut donc qu'on utilise notre sagesse et notre ingéniosité collective pour construire une économie frugale qui enrichit vraiment les personnes, les territoires et la nature. Je vous remercie pour votre attention et on doit avoir suffisamment de temps pour échanger maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Navi, pour cette présentation qui était vraiment très riche, riche en exemples, et puis avec ce concept aussi de l'économie circulaire de la connaissance qui est assez percutant. On a une vingtaine de minutes, 25 minutes environ pour échanger avec Navi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite se lancer avec une première question? Et n'hésitez pas à allumer vos caméras et vos micros. Oui, Chantal. Oui, bonjour, merci, merci beaucoup. Chantal Thieblingoffo, je suis basée à Montréal et je travaille pour Evol. On fait du financement pour les petites entreprises, toutes petites entreprises. Vous savez que c'est un gros morceau du tissu économique du Québec. Euh, il y a je suis convaincue par tous les modèles partagés. Je veux vraiment qu'il y en ait davantage et je veux les financer. Il y a une question sur la mesure, le langage commun. Tous ces projets, est-ce que vous avez
comment les comparer, avoir des comparables et pouvoir dire en tant qu'acteur de changement, ben, celui-là, ils ont tous des impacts, mais celui-là, il a un impact plus ou moins important. J'ai hâte de vous entendre sur la question de la mesure de l'impact. Sûr. Euh, la raison pour laquelle j'ai choisi ces exemples-là, c'est parce qu'en fait, quasiment tous les exemples que j'ai étudiés depuis maintenant 2021, 2022, 2023 sont des exemples qui sont ancrés dans les territoires. Donc finalement, parmi les KPI, ce que je regarde, c'est l'impact hyper local. Donc, vous savez, j'avais Mm. parlé de voilà, chaîne de valeur hyper locale. Et donc, le KPI aussi, vous voyez, doit refléter ça. Donc, concrètement, vous pouvez carrément vous dire, tiens, il y a donc les trois piliers, trois, quatre piliers. Et donc, comment les quatre piliers ou les quatre valeurs peuvent être reflétés dans les KPI. Donc, concrètement, par exemple, est-ce que les KPI mesurent la valeur partagée? Ce serait pour le premier pilier, hein. Donc, par exemple, concrètement, c'est important parce qu'imaginez le risque pour lequel pourquoi je présente ça aujourd'hui avec vous à partir de cette année, c'est parce que voilà, il faut qu'on évite ce qui est arrivé avec l'économie circulaire C2C. Vous voyez qu'effectivement, il y a une poignée de plateformes américaines qui s'emparent de ça et puis comment monopoliser ça, quoi. Donc déjà, il faut voir est-ce que en termes de KPI, en bâtissant des plateformes de partage B2B, est-ce que ça permet de créer la valeur localement dans les territoires? Parce que c'est construit par les territoires et ça profite. C'est pour ça que le prox industriel à Laval, j'adore ça. Vous voyez, ça, c'est un bel exemple où clairement, on peut mesurer que l'impact créé par cette plateforme reste au niveau des territoires, hein. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, c'est l'ancrage territorial. Deuxièmement, c'est pour ça que j'avais parlé de la triple génération, parce que je pense que ce qui va être important, c'est de voir si justement ces solutions-là sont bons non seulement pour la planète, donc réduction d'émissions, voilà, taux de recyclage des déchets, etc., éviter des déchets, minimiser les ressources, etc., mais aussi voir quel est l'impact social. C'est pour ça que vous avez vu subtilement, à travers tous mes exemples, autant que possible, j'ai essayé d'intégrer la dimension sociale. Donc, il faut que le KPI soit comme un balance scorecard qui permet, vous voyez, comme un spider graphic, hein, qui regarde, en fait, c'est ça, c'est un spider graphic où regardez, voilà, est-ce qu'il tire à la fois la dimension écologique, mais aussi sociale, mais enfin, surtout, surtout économique. Et donc ça, je vais vraiment insister là-dessus parce que vous pouvez lire mon livre et aussi le rapport que j'ai publié sur le partage B2B. J'ai chiffré avec voilà, des milliards de dollars pour dire voilà, comment, en pratiquant le partage de ressources, les entreprises peuvent économiser de l'argent ou gagner de nouveaux revenus. Et ça, dans le contexte actuel en 2025, avec tout ce qui se passe dans le monde et le backlash contre l'ESG, etc., je pense qu'il faut être très malin et donc développer des KPI qui sont comme des balance scorecards équilibrés qui puissent effectivement cibler à la fois la dimension sociale, écologique et économique, sachant que, et je vais m'arrêter avec ça, ça fait partie d'être malin cette année, sachant que vous pouvez emphasize deux ou trois de ces KPI en fonction de l'audience. En d'autres termes, c'est un peu être malin, c'est-à-dire que concrètement, si vous allez voir un élu dans une région qui est, je ne sais pas, moi, plutôt de droite, qui s'intéresse plutôt au creation de jobs, ben, vous allez plutôt commencer à parler du KPI économique. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement vous pouvez créer une KPI qui est multidimensionnelle, mais dans la communication de la valeur créée, il faut aussi payer attention à qui est l'audience et puis, voilà, mettre l'emphase sur tel ou tel KPI qui va mieux résonner avec l'audience et obtenir le soutien pour peut-être mettre en place, je ne sais pas moi, des plateformes de partage ou des réseaux de fabrication distribués. Merci. Je sais- On a une autre question, coordination REC. Moi, je pense que c'est Maëlle. Oui, bonjour. Merci Elise. En fait, Daniel et Riyad aussi, que vous allez voir à l'écran apparaître, qui ont des questions pour vous, Navi. Oui, bonjour David, merci pour la présentation. Donc, Daniel Normandin, je suis le directeur du CERIEC et puis directeur exécutif du réseau de recherche en économie circulaire. Ma question, en fait, c'est plus sur l'économie de partage. Dans le B2B, il y a quelques plateformes québécoises qui existent déjà puis qui fonctionnent, je pense, relativement bien. Dans le C2C, j'ai quand même
comment dirais-je, des objections, à savoir sur le bien fondé, en fait, de plateformes comme Uber ou comme Airbnb, dans la mesure où on a noté des effets rebonds négatifs extrêmement importants de ces plateformes-là, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait peut-être une bonne intention, en fait, puis je dis qu'ils avaient de bonnes intentions. Il y avait sûrement une intention très capitaliste, je dirais, plus que pour le bien-être de la planète, mais Oui. ces entreprises-là, en fait, plutôt que d'utiliser, par exemple, dans le cas de Airbnb, les logements qui sont vacants ou sont sous-utilisés, maintenant, on construit des nouveaux logements exclusivement pour les mettre en économie de partage et ça vient faire concurrence aux hôtels qui, eux, sont souvent très vides. Alors, même chose pour Uber avec les taxis. Donc, on assiste à malheureusement un mouvement contre-productif par rapport à Bien ce sûr. qu'on devrait vouloir régler avec l'économie de partage via ces grandes plateformes. Ça, c'est mon premier commentaire. Le deuxième, en fait, c'était quand on parle d'économie frugale, pour moi, c'est plutôt d'encourager aussi les consommateurs à moins consommer. Il y a plusieurs experts de l'économie circulaire qui montrent que même si on circularisait autant que faire se peut l'économie actuelle, si on ne réduit pas la consommation, on est quand même voué à dépasser les limites planétaires qui sont déjà de toute façon pour bon nombre d'entre elles déjà atteintes, là. Donc, je voulais un petit peu vous entendre là-dessus. Est-ce que l'économie régénérative sans sobriété en fait, nous amène dans une bonne trajectoire finalement? Bien sûr. Alors, c'est deux commentaires, deux questions qui sont importantes et qui sont un peu interliées, hein. Donc, je vais essayer de vous montrer en fait qu'il y a une symbiose entre ces deux questions. Parce que justement, si vous regardez l'économie circulaire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a dans l'économie circulaire, le concept a été théorisé par Ellen MacArthur, il y a quand même trois R, hein. Il y a réduire, réutiliser, recycler. Mais comme les Ouais. entreprises se sont emparées de ça, ils ont soigneusement occulté les trois premiers R, particulièrement le premier R qui est quand même réduire la consommation quoi, et la production. Donc, et ils sont concentrés sur le recyclage. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est important, dès le départ, ça rejoint la première question, de montrer que cette économie frugale, elle est conceptuellement très large conceptuellement, et aussi assez large dans sa portée, hein, dans l'impact qu'on veut créer, qui va être multidimensionnel. Et donc, de sorte qu'on s'assure que les entreprises avec un esprit capitaliste ne s'approprient pas de cette nouveau concept avec un esprit réductionniste, vous voyez, et la pratique de façon très limitée, comme malheureusement on le voit des fois avec l'économie circulaire. Donc, maintenant, pour répondre à votre première question, c'est pour ça que j'avais insisté plusieurs fois en disant que c'est pour éviter ce qui est arrivé à l'économie circulaire, pardon, l'économie de partage C2C, que je pense qu'il faut s'inspirer de les défauts. Vous vous rappelez, j'ai parlé des défauts majeurs. Donc, se dire finalement, c'est quoi les défauts de l'économie de partage C2C et éviter que ça se répète dans le monde B2B. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'il faut que ça soit des plateformes qui sont mises en place et contrôlées par des territoires et non pas une entreprise nationale ou multinationale. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je suis plutôt un fan de ces initiatives qui sont plutôt bottom-up. Et c'est pour ça que je reviens encore une fois à Laval. Vous voyez? Par exemple, concrètement au Québec, je ne vois pas pourquoi it makes no sense pour moi d'avoir une plateforme provinciale québécoise. Vous voyez? Par contre, si on peut envisager, vous voyez, au niveau de Laval, la même chose qu'on a vu avec, par exemple avec le tourisme régénératif, hein, j'ai cité deux, trois exemples parce qu'il y a chaque territoire qui veut l'implémenter à leur version. Et c'est ça qu'il faut encourager en fait. En fait, c'est pas une économie frugale, c'est des économies frugales où chaque territoire doit trouver ce qu'on appelle son source code, code source. Vous voyez, en regardant c'est quoi notre ADN, c'est quoi nos contraintes, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos visions, c'est quoi nos ressources qui sont totalement uniques et singulières. Et ensuite, co-développer peut-être avec différents stakeholders, que ce soit une économie de partage B2B ou ce soit la chaîne de valeur hyper locale, que je n'ai pas cité comme exemple. On le voit par exemple avec la valorisation de la biomasse en France ou GRDF, qui est le plus grand distributeur de gaz,
est en train de construire des Living Labs dans une vingtaine de territoires en France où ils vont consulter les citoyens et engager les agriculteurs locaux et les élus locaux pour co-construire ces chaînes de valeur hyper locales. Donc, moi, je pense que la grande leçon qu'on peut apprendre de l'économie collaborative 1.0, qui a commencé, oublions pas, hein, en 2008-2009 avec la grande récession, c'est pour ça que je partage ça, parce que vous voyez, de nouveau on est dans une phase de crise. Et à chaque fois qu'il y a une grande crise, vous savez, il y a souvent une silver lining, hein, il y a quelque chose de nouveau qui sort. Et là, je crois qu'il y a économie collaborative 2.0 qui va sortir, avec plutôt un focus B2B. Et donc, apprenant des défauts, des écueils de la économie collaborative C2C, et aussi l'économie circulaire aussi, hein, 1.0, de sorte que voilà, dans les années à venir, on peut construire un nouveau modèle qui atténue les défauts de l'ancien modèle et qui peut vraiment voilà, régénérer, comme j'expliquais, hein, les territoires et la biodiversité. Merci. Merci beaucoup. On a aussi une question de Anne-Josée Lacaire. Oui, bonjour, Anne-Josée Lacqueur de Québec Net Positif. Nous sommes un laboratoire d'idées indépendant à but non lucratif. Notre vision, c'est que d'ici 2050, le Québec rende plus de services à la planète que ce que sa population et ses entreprises utilisent pour vivre et opérer. Donc, tout à fait un peu dans l'esprit là, que vous présentez aujourd'hui. C'est le fun de voir tous ces exemples. De votre perspective, après avoir regardé un peu ce qui se passe partout dans le monde, réfléchi sur votre livre, nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer les conditions gagnantes pour que les PME se placent sur des trajectoires net positives. Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que vous avez vu certaines de ces conditions gagnantes-là que vous pourriez partager avec nous? Oui, de toute façon, là, il faut que vous sachiez qu'en 2022-2023, j'ai fait un tour de France où j'ai visité plusieurs territoires pour justement identifier des bonnes pratiques en matière de voilà, croissance régénérative, l'économie frugale, etc. Et à ma grande surprise, en fait, la majorité des Next Practices, comme on dit, hein, Next Practices, c'est un concept développé par Sik Parlad, qui est un management guru très connu. Donc, contrairement à best practices, next practices, voilà, ce sont des bonnes pratiques pionnières. Et la majorité d'entre elles, en fait, je les trouvais dans le monde des PME et des ETI. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'en fait, les PME et les ETI, rappelez-vous les les trois défauts majeurs hein, que j'avais cités du capitaliste. Mais en fait, les PME et ETI ne souffrent pas de ce syndrome, vous voyez. Donc, ils sont beaucoup plus à même de partager cette notion des distributions, cette notion de régénération, ça résonne mieux avec les PME qu'avec les grands groupes. Hein. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Hein. Donc, il y a déjà une réceptivité intellectuellement à tout ça, qui est pas mal. Et donc, je pense que ce qui serait intéressant, c'est maintenant de trouver les PME, en fait, euh, en tant que réseau, elles ne peuvent pas entreprise toute seule lancer ça. Donc, il faut, dans des écosystèmes, vous savez très bien, on appelle ça un keystone, un point d'ancrage, un acteur qui va servir un peu de facilitateur, hein, qui va commencer à impulser la dynamique des écosystèmes. Alors ça peut être quelqu'un comme vous, ça peut être une collectivité locale. Hein. Donc, il faut déjà identifier qui va être ce keystone. Et à ma surprise, en France, j'ai découvert qu'en fait, c'était les gouvernements locaux, c'est-à-dire au niveau des départements ou même au niveau des agglomérations, qui en fait avaient cette crédibilité d'être une partie neutre et donc avaient ce que Hillary Clinton appelait le convening power, la capacité de réunir autour de table différents acteurs qui autrement ne se parlent pas. Et ce convening power, c'est le superpower de l'économie frugale. Hein. Et donc, je dirais déjà, après, je peux citer plein d'exemples, hein, dans mon livre, il y en a, c'est que par exemple, les PME sont plus à même de partager la main-d'œuvre, les compétences. Donc, en d'autres termes, les niveaux les plus avancés de partage, mutualisation de pouvoir d'achat, partage des salariés, partage de propriété intellectuelle, sont beaucoup plus faciles à effectuer dans le monde des PME que des grands groupes. Donc, ça veut dire que les PME, avec le bon soutien et les écosystèmes, peuvent adopter les pratiques les plus avancées du partage B2B. Donc, votre intuition est tout à fait spot on. Je pense que c'est les PME qui vont vraiment être les pionniers de cette économie frugale. Simplement, voilà, il faut un leadership, vous voyez, pour les mener, quoi.
Et un leadership, ça ne peut pas être un leadership national. À mon avis, ça doit être des leaderships voilà, plutôt distribués. Voilà, c'est le leadership distribué, quoi, vous voyez, pour soutenir au niveau des territoires l'essor de cette économie frugale parmi les PME. L'exemple que je vais citer, donner juste un goût de ça, c'est par exemple en Bretagne, il y a un regroupement qui s'appelle Venetis, très intéressant comme exemple d'ailleurs, hein, qui regroupe 320 PME qui recrutent des experts en IA, en régénération, en contrat CDI, donc contrat à long terme et se les partage sur la base de projets. Donc, ça permet en fait d'offrir la stabilité professionnelle à ces experts et en même temps, ça les expose à différentes industries, vous voyez, auxquelles appartiennent les PME membres. Et ça, c'est très intéressant parce que ce qu'on n'a pas, on n'en va pas parler aujourd'hui, mais ce qui est en train d'arriver, c'est que la génération Z, elle est multipotentielle. Elle a plusieurs compétences, plusieurs talents. Donc, cette idée de partage de compétences devient très intéressante pour cette génération parce que, par exemple, vous pouvez recruter un jeune qui va passer 3 4 jours chez vous dans une fonction spécifique. Et puis, un jour, tous les vendredis, il peut aller offrir ce service à d'autres entreprises tout en restant salarié chez vous. Vous voyez. Donc, ce type de modèle totalement disruptif, euh, je le vois déjà chez les PME et je le vois aussi adopté, et c'était une des questions qui a été posée par, j'ai oublié de répondre, mais réduire la consommation voilà, d'un point de vue du consommateur, ben, en fait, c'est ça qui est en train d'arriver, c'est qu'en fait aussi les consommateurs qui sont conscients, les jeunes employés qui sont un peu plus conscients, veulent aussi aller travailler pour des PME ou des entreprises, vous voyez, qui partagent ces valeurs. Donc, on est en train d'assister à une convergence de facteurs démographiques, sociaux, écologiques, économiques, etc. Et donc, voilà, bravo pour ce que vous faites. Et à mon avis, les PME et les ETI au Québec peuvent être voilà, les pionnières de l'économie frugale, enfin des économies frugales, encore une fois pluriel. Merci Navi. On a encore deux questions. Donc Emmanuel, puis Yann Joanny. Merci beaucoup, Nafi, pour la présentation très intéressante avec beaucoup d'exemples. Merci d'avoir vraiment fait un effort considérable pour te documenter sur le Québec, ce qui n'est pas ton point d'ancrage habituel. Tu es plutôt à 15 000 kilomètres du Québec habituellement. Donc, moi, j'ai une question qui est assez plus du domaine du concept, parce qu'on a, ce que j'ai noté pendant ta présentation, puis à la lecture de ton livre aussi, c'est que, en fait, ta définition de l'économie frugale recouvre beaucoup d'aspects de la définition de l'économie circulaire, qui est notre point Mhm. d'ancrage à nous ici. Et puis donc, et puis au niveau donc l'économie frugale comme l'économie circulaire, les deux sont des concepts parapluies. Donc ils regroupent beaucoup de pratiques avec une définition assez inclusive, assez élastique. Ensuite, on mentionne des exemples qui sont assez semblables. Donc, nous, on en parle de stratégies circulaires, comme tu as mentionné l'économie collaborative, l'économie de la fonctionnalité, la Mhm. mutualisation, le recyclage. Donc, tu as parlé de la hiérarchie des 3 RV aussi. En économie circulaire, on parle des entreprises et des modèles d'affaires, mais on parle aussi beaucoup de l'ancrage territorial et de modes de coordination qui ne sont pas reliés au mode uniquement du marché, mais autour du partage. On essaie de dépasser le carcan de la recherche frénétique et sans limite de l'avantage concurrentiel. Là aussi, en adoptant une logique de coopération. En économie circulaire aussi, on a un certain esprit frugal, c'est-à-dire que nos grands-parents ici enfin, au Québec et en France et ailleurs, où nos parents ne vivaient pas dans une société d'abondance et puis ils Mhm. étaient juste circulaires par nature ou et frugaux par nature. Donc maintenant, ma question, c'est quels sont bon, j'ai identifié pas mal de points de chevauchement là maintenant, mais quelles sont les différences, quelles différences tu vois entre cette définition d'économie frugale et puis la définition d'économie circulaire. Et puis là, quand on sera au Québec, on pourra en parler Bien sûr, bien davantage. sûr. Voilà. En fait, moi, je vois ça comme un Venn diagram, hein. Donc, effectivement, il y a des overlaps. Donc, il y a pas mal de points où ça se rejoint. Parce que finalement, quand on regarde à la base de l'économie circulaire, hein, la circularité, c'est aussi voilà, d'aller vers un modèle linéaire, donc c'est-à-dire réduction des déchets et valorisation de ressources. Donc, quelque part, il y a philosophiquement, c'est déjà aligné avec la frugalité qui cherche aussi à minimiser le gaspillage. Tu vois, en gros, voilà, le minimalisme, voilà, il y a d'autres termes comme ça.
Donc déjà, philosophiquement, à la base, il y a déjà une congruence de perspective qui unit l'économie circulaire et l'économie frugale. Simplement, il faut que je présente un peu aujourd'hui rapidement, c'est que l'économie frugale est une outgrowth, une version évoluée de ma propre pensée et ma propre recherche, parce que j'ai écrit mon premier livre en me basant sur 15 ans d'études sur les pays émergents qui est donc l'innovation frugale. Donc, au départ, la frugalité, donc si on regarde l'économie frugale, oublions l'économie, hein, donc, en fait, la frugalité, au départ, je l'ai appliquée au niveau des entreprises pour voir comment les entreprises peuvent développer des solutions simples et efficaces avec peu de ressources qui sont particulièrement abordables parce que l'abordabilité est une exigence plus importante dans les pays du Sud que la durabilité. Et puis, graduellement, on a réalisé que non seulement ces produits frugaux doivent être abordables, mais aussi durables. C'est-à-dire qu'ils sont non seulement accessibles économiquement pour les personnes qui ont moins d'argent, mais aussi qu'ils soient voilà, pas négatifs sur le plan environnemental. Donc, l'innovation frugale, c'était, si tu veux, la première version de mes pensées. Et puis, j'ai réalisé que finalement, l'innovation frugale appliquée au monde microéconomique des entreprises, euh, a déjà créé suffisamment d'impact et je suis assez content de ça. Mais il me semble que vu l'urgence sociale et écologique, il faut qu'on étend la frugalité to the next level. Et c'est là que j'ai commencé à répondre où je vois pas une divergence, mais le fait que l'économie frugale s'adresse à d'autres éléments plutôt que voilà, ce que l'économie circulaire fait, hein. Concrètement, par exemple, euh, le gouvernement français doit faire une économie de 120 milliards d'euros de dépenses publiques d'ici 2029. Donc, tu vois que finalement, je viens de publier un article pour World Economic Forum en disant comment le gouvernement peut devenir frugal. Et c'est là, et c'est là qu'on commence à voir la convergence entre le secteur public, secteur privé et société civile. Et c'est là que ça devient intéressant parce que j'aime les exemples, cas concrets, comme quoi on critique le gouvernement. Il s'est passé un truc incroyable. Euh, une des questions, je pense, la question d'avant, c'était qu'est-ce que les agences gouvernementales peuvent faire? Ben justement, vous pouvez servir d'exemple. Ben justement, avant-hier, j'ai appris que l'État français va utiliser une PME bretonne qui va favoriser l'autopartage pour les fonctionnaires. Donc, l'État est en train de devenir le premier consommateur, enfin, le premier client de ce nouveau modèle. Tu vois? Ils ne le font pas parce qu'il était très écologique, hein, comme j'explique, parce qu'il faut réduire la dépense publique. Tu vois? Donc, c'est là aussi, entre autres, hein, je vois qu'il y a une forme de divergence, voilà, ce qui est un peu différent de l'économie circulaire, c'est que moi, je vais de plus en plus aller rencontrer des élus des collectivités pour dire, particulièrement en France, c'est que, écoutez, it's written on the wall, quoi. Dans les 5 ans à venir, vous devez serrer vos ceintures hein, au niveau des gouvernements locaux. Et bien justement, si vous pouvez adopter ces principes-là au sein de gouvernement déjà, et ensuite impulser ça dans le tissu économique, tu vois, y compris en utilisant des principes d'économie circulaire, pourquoi pas, tu vois, ça peut être un win-win un peu pour tout le monde. Donc effectivement, il y a beaucoup d'overlap, je suis d'accord avec toi, philosophiquement, conceptuellement, mais en termes des acteurs qui vont être impliqués, il va y avoir de plus en plus d'acteurs non économiques qui vont être impliqués, comme les gouvernements. Et deuxièmement, l'économie frugale est en fait une version évoluée, avancée de l'innovation frugale, quoi. Donc le mot-clé, en fait, c'est plus la frugalité. Quand tu regardes l'économie circulaire, voilà, je dirais plutôt c'est circularité versus frugalité. C'est ça qui faut être intéressant, tu vois, de comparer. Merci. Il est déjà 12h59. Yann, Jannick, si vous voulez poser votre question, pour y répondre vraiment très rapidement. Et ensuite, on pourra se quitter là-dessus. Oui, en fait, donc moi je suis étudiant à HEC. Euh, mais vous avez commencé à répondre un peu à ma question précédemment. Ma question concernait le politique, justement, puisqu'on a beaucoup parlé de ce que les PME pouvaient faire, de ce que les gens pouvaient faire au niveau local. Mais la plupart des politiques se décident à un niveau beaucoup plus élevé au niveau national dans la plupart des pays. Au Québec, il y a les provinces, aux États-Unis, il y a les États, mais si on va en Europe,
c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est chaque pays. Et il y a même le niveau européen au-dessus qui met beaucoup de contraintes. Donc, ma question, ça concerne justement ça, l'impact des politiques nationales. Et est-ce que votre avis, ce serait pas qu'on va, je sais pas dans un futur à quel horizon, mais exploser les pays et revenir à des politiques beaucoup plus locales en fait? Alors, je suis très girondin, donc j'aimerais bien voir ce monde que vous décrivez, mais je ne crois pas que ça va arriver dans les trois cultures auxquelles j'appartiens, qui est la France très centralisée, l'Inde qui Mhm, est devenue très centralisée, et surtout Trump. Voilà. C'est malheureusement les trois cultures auxquelles j'appartiens. Je ne crois pas qu'on va voir ça d'ici voilà, 2030. Mais ce serait bien si on assiste à cette décentralisation politique. Mais de toute façon, pour répondre aux questions, encore une fois, regardez le verre moitié plein et non pas vide. C'est-à-dire, imaginez maintenant que le gouvernement peut faciliter l'économie de partage. Donc, je vais droit aux exemples concrets, hein. Par exemple, les plateformes de partage de main-d'œuvre en France, depuis 3 4 ans, sont en train de, il n'y a pas d'autre terme, d'éduquer, initiate les ministères du Travail. Parce qu'en fait, il faut aussi que le cadre réglementaire du droit du travail mhm, évolue pour faciliter, vous voyez, ce type de partage, par exemple, de main-d'œuvre. C'est mhm. déjà en cours. Ça, c'est la bonne nouvelle et le ministère est assez réceptif. Mais il y a un exemple que je vais vraiment vous citer qui va vous plaire beaucoup. Ça vient des pays nordiques qui sont toujours en avance. En fait, c'est l'Estonie où il y a une agence gouvernementale qui s'appelle Accelerate Estonia qui, j'adore le tagline, c'est We make illegal legal. Donc concrètement, la mission de cette agence, c'est d'anticiper les nouvelles tendances économiques. Concrètement, imaginez que vous pouvez monter dans une machine à remonter le temps. Vous allez en 2009. Vous dites aux parlementaires européens, vous savez, dans 2 ans, il y a une entreprise qui s'appelle Uber qui va débarquer en Europe. Est-ce que vous êtes prêts? Et imaginez, hein, c'est comme de boules de cristal. Ben, c'est ce que fait cette agence. Ils essaient d'anticiper quelles vont être les prochaines tendances disruptives et adapter le règlement proactivement pour encourager les startups qui vont façonner cette nouvelle économie, voyez, de sorte qu'effectivement, le pays devient leader dans ce domaine et non pas essayer de réglementer quelque chose, voyez, after the fact et se sentir en fait, on va subir quelque chose et voilà, on est contraint maintenant de gérer avec l'autopartage, etc. C'est ce qui est arrivé en France en 2011 quand Uber a débarqué, hein. Donc je dirais que la politique nationale, il faut composer avec, on ne peut pas les éviter. Mais je pense qu'encore une fois, je reviens à ce mot malin parce que c'est le sujet de mon premier livre hein, qui s'appelle Jugad, qui est un mot hindi qui veut dire être malin. Donc je crois qu'il faut être très malin à partir de cette année. Et au lieu justement de voir les gouvernements nationaux comme peut-être des freins, je pense qu'il faut plutôt les engager constructivement et voir qu'est-ce qu'on peut obtenir d'eux comme soutien. Parce que la pire des choses, c'est qu'ils s'opposent. Donc, à minima, il ne faut pas qu'ils s'opposent. Meilleur des cas, ils peuvent activement soutenir. Et puis, middle path, ce serait qu'au moins, voilà, il facilite un petit peu en changeant les règlements, etc. Donc ça, je pense que nécessite aussi un engagement avec les acteurs politiques nationaux européens qui est un peu plus, moins antagoniste, vous voyez, et un peu plus constructif. Merci. Merci beaucoup, merci pour toutes ces réponses. Donc, merci à vous tous aussi pour votre présence aujourd'hui. Merci Navi pour cette intervention vraiment passionnante et pour vraiment cette générosité aussi voilà, dans le temps et dans tous les exemples qu'on a pu avoir. Du côté du RRECQ, donc le réseau de recherche en économie circulaire du Québec, donc on prend une petite pause estivale. Donc, on a une saison très riche, donc vraiment, on est vraiment, enfin, merci à tous d'avoir participé, je pense, pour beaucoup, plusieurs fois. On revient donc à la rentrée, donc voilà, restez à l'affût de nos prochains événements qu'on annoncera dans notre infolettre et sur nos réseaux sociaux. Voilà, merci.